Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver ce lundi dans notre émission Sportez-vous bien, c'est tous les lundis, 20h, 21h45. Et pendant ce mois de juillet, comme vous le savez, c'est la fin de saison, donc les compétitions sont terminées et nous faisons le bilan avec les présidents de ligue de ce qui s'est passé pendant l'année. Avant tout, permettez-moi de dire bonsoir mon ami Philippe, bonsoir. Bonsoir Clément. Comment les choses se portent-elles? Bien, comme d'hab. On essaie de le faire aussi, mais on va donner la parole à nos invités. Et puis oui, comme d'habitude, des invités sur le plateau. Ce soir, nous recevons, la semaine dernière, nous allons recevoir les présidents de hand et de volley. Et ce soir, nous recevons la présidente du karaté, Sophie Sorante. Bonsoir. Bonsoir Clément, bonsoir Philippe, bonsoir aux auditeurs. Vous restez avec nous. On vient avec vous tout à l'heure. On va parler de Futsal Cup, puisque le week-end dernier, enfin la semaine dernière, c'était la 7e édition de la Futsal Cup, la McDonald's Futsal Cup. Et ça se passait au Palais des Sports du Lamentin. Alors, c'était une très belle équipe du club franciscain. Malheureusement, nous avons perdu à domicile. Mais on retient quand même qu'il y a quand même de l'espoir pour la section féminine, pour la sélection féminine, pour créer un championnat futur en futsal. Et on remarque aussi qu'il y a des filles qui sont combatives, presque plus que les garçons. Et que dire que le championnat s'est lancé pour comment dire, je sais pas. Alors c'est effectivement la première fois que les filles participent à un mini tournoi. Les années précédentes, on faisait juste un petit match de gala avant les garçons, on levait de rideau, on faisait juste une petite entente et on arrivait à faire une petite confrontation avec la relève lamantinoise. Mais cette année, ils ont fait un mini tournoi et je trouve ça très intéressant et je pense que c'est quelque chose à renouveler. Voilà, donc c'était la finale entre la relève lamantinoise et le club franciscain, victoire du club franciscain 5-1. Et chez les garçons, c'était l'équipe du Flower contre Spartak. On pensait que la relève lamantinoise, qui a dominé le championnat et la Coupe de la Martinique, allait jouer en finale, jouer la finale. Mais loin de là, puisque l'équipe de Flower les a battus en demi-finale. Et donc rencontré Spartak en finale. On regarde les images.
franchement, les followers, c'est une grosse équipe, une grosse team. On a eu du mal. Ils ont fini leur action. Ils ont marqué aussi avec un peu de chance. Mais pour être champion, c'est 50-50. C'est 50% de chance et 50% de réussite. Et ce soir, ils l'ont eu et on ne peut rien dire. Exactement, une finale très disputée. Nous avons eu un parcours très difficile. Nous avons sorti pas mal d'équipes qui étaient pour la course à la finale aussi. Et c'est pour nous une vengeance parce que l'année dernière, ce sont les Spartiates qui nous ont sortis en demi-finale. Donc on avait à cœur de revenir et de faire le travail. Alors, très beau bilan de cette McDonald's Futsal Cup 2023. Les joueurs ont répondu présent, les équipes ont répondu présentes. On a eu le public aussi qui était très présent, notamment sur depuis les phases des poules jusqu'aux phases finales. Et du coup, on est satisfait. On est également très satisfait aussi du rendu du futsal féminin, puisqu'on a eu cette année une compétition féminine à partir des demi-finales. 4 équipes se sont affrontées. Et donc la finale s'est jouée ce soir également. Exactement, on part sur une belle lancée. On continue comme ça, avec toujours la volonté d'intégrer les femmes dans la compétition. Et puis, pourquoi pas les enfants. Voilà, vivement la 8e édition et pour vous qu'elle soit aussi belle que la 7e. On revient avec vous, Sophie Sorante. C'est vrai que la saison est terminée, c'est l'heure des bilans. Alors, quel bilan vous faites de cette saison de karaté ? C'est un bilan, on va dire, qui n'est pas totalement positif, mais pas totalement négatif. Parce que à chaque année, chaque saison suffit sa peine. Et après les 2 années de pandémie, cette année, on a une autre problématique résultante de la pandémie, difficulté de mobilité pour nos athlètes. Ce qui fait que là, aujourd'hui, on a dû malheureusement, et la mort dans l'âme, renoncer aux championnats de la Caraïbe qui ont lieu à la fin du mois, justement pour des raisons financières. Et puis... pas en mesure d'y aller. On espère que les choses la prochaine saison s'arrangeront. Maintenant, après, la saison elle a été porteuse. Tout ce qui est de positif, on a eu une équipe vice-championne de France, une équipe de karaté vice-championne de France en Qatar. On a eu des titres de champion de France de Krav Maga également, puisque le Krav Maga fait partie de la ligue de karaté, comme le Yosekan Budo, ou bien le Viet Vo Dao, ou le Kung Fu Wushu. Et puis, on a eu aussi 2 nouveaux lauréats, 2 nouveaux hauts gradés au 6e Dan, qui sont en plus dans les disciplines associées. Donc, c'est qui compte, qui s'évalue au nombre de 11 hauts gradés au niveau de la Ligue, 6e et 7e Dan. Et ça, c'est en gros ce qui a... Enfin, en gros, et puis oui, une session de formation qui a mis sur le marché, on va dire ça comme ça, des titulaires de l'AFA, c'est le diplôme d'assistant fédéral, et puis le diplôme d'instructeur fédéral. Donc on a de nouveaux licenciés qui seront en mesure d'assister les professeurs ou bien de développer d'autres clubs. Donc en fait, dans la partie développement, c'est une chose qui fonctionne bien. On a pu faire la 9e édition de l'Open K. Cette année, on en est bien content parce qu'on a dû l'annuler pendant 2 ans à cause de toutes les problématiques qu'on connaît. Et c'était nécessaire pour nous parce que ça nous permet, en tout cas, à nos athlètes, puisqu'on a différents niveaux au niveau de la sélection. Il y a ceux qu'on détecte et puis on essaie de voir jusqu'où on peut les amener, ceux qui sont confirmés et puis les intermédiaires. Et ça nous a permis un petit peu de voir le travail qui reste à faire et on voit qu'il y a du travail. Parce que les mentalités, le fonctionnement avant Covid n'est pas le même qu'après Covid. Il y a des changements, il y a des évolutions.
en bien ou en mal, mais il faut qu'on y travaille. Et puis de voir un petit peu nos voisins de la Caraïbe, c'était en fait l'opportunité de nous retrouver sur le tatami et puis pour repartir peut-être de meilleurs pieds l'année prochaine. Alors, puisque vous avez dit que vous n'étiez pas en mesure de participer à un événement, à une compétition caribéenne, donc conséquence donc, de la pandémie, qu'est-ce qui concrètement a empêché donc, nos athlètes de pouvoir se rendre dans cette compétition en dehors de... Est-ce que c'est des questions de délai, est-ce que ce sont des questions sanitaires ou bien encore autres? C'est essentiellement des questions financières parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la problématique justement du piratage de la CTM. La CTM est l'un de nos bailleurs de fonds qui nous aide à fonctionner. Et ce n'est pas le seul, heureusement, mais on a cette année, en tout cas, on a accentué justement pour permettre aux jeunes d'avoir plus de confrontation parce qu'ils en ont été privés pendant 2 ans, ou diminués. Donc on a accentué en tout cas les représentations nationales, etc. et échanges avec la Guadeloupe. Mais on est arrivé en fait à bout de course et bien qu'étant à Saint-Domingue, ça a un coût. La Caraïbe coûte aussi cher malheureusement que partir en France hexagonale. Métropolitaine, pardon, et c'est vraiment difficile. Donc là aujourd'hui, on a fait un choix sage, douloureux, sportivement parlant, mais sage en tout cas pour les parents, pour nous, pour tout le monde. Et on se dit, on espère que d'ici l'année prochaine, les choses iront mieux. Surtout qu'on sait que la collectivité, le président de la collectivité travaille à ce que les relations intra-caribéennes soient améliorées. Est-ce que vous avez malgré tout eu une augmentation de clubs et de licenciés ou une diminution? Alors, si je compare à l'année dernière, à l'année N-1, on a gagné en effectifs. On revient à peu de choses près aux effectifs habituels. Maintenant, en termes de clubs, on n'a pas eu de nouveaux clubs ouverts cette année. Il y en aura l'année prochaine, mais pas sur cette saison sportive. Reste avec nous, on va faire un tour du côté du cyclisme. Philippe, c'était la 42e édition du Tour de Martinique de cyclisme. Et l'étape d'aujourd'hui, c'était Fort-de-France Trinité. Oui, le tour qui a commencé donc, depuis ce week-end et qui, donc, sauf erreur de ma part, est déjà à la 3e étape. Oui. Donc alors une étape du jour qui a été remportée par le Martiniquais Laurent Error, un nom qui est très cher au monde du cyclisme martiniquais. Donc devant Nicolas Brimontier, 3e Normand Natouche, 4e José Audebourg, 5e Archicross, 6e Guillaume Monger, 7e Andrew Nikos, 8e Edmine de Nubul, 9e Guillaume Gabroyo et 10e Camillo Castropulido. Donc ça, c'était pour l'étape du jour. Donc au classement général, donc c'est Guillaume Gaborio qui est en tête, qui précède Dylan Will de 8 secondes. Donc Martin Deschâtres de 20 secondes, 4e Eddy Cademart qui avec 47 secondes de retard, 5e Jérémy Deloumo à 56 secondes, 6e Damien Ossel à 1 minute 29, 7e Guillaume Monger à 2 minutes, 8e Normand Latouche à 4 minutes 25, 9e Rémi Marcoux à 4 minutes 27 et 10e donc Laurent Bénéror, le vainqueur du jour, à 4 minutes 28. On peut dire que après 3 étapes, il n'y a pas encore de gros écarts qui ont été faits, donc tout reste ouvert. Donc on ne peut pas encore dire que le tour est joué là. Ah non, pas du tout. Donc là, quand on regarde, les 7 premiers sont à moins de 2 minutes, donc il y a 7 coureurs qui sont en mesure sur une étape de remonter cet écart. Et puis il y avait les porteurs de maillot. Donc alors pour les porteurs de maillot, donc il y en a quand même, il y a 8 maillots donc, qui sont en compétition. Donc le maillot jaune est donc porté par Guillaume Gaborio, le maillot blanc par Olivier Clémencio, le maillot vert par Martin Deschâtres, et le maillot orange par Jérémy Deloumo, le maillot blanc à part rouge, le maillot de meilleur grimpeur par Diego Soraka Cabezas, et le maillot rouge porté par José Audebourg Rinam, le maillot rose par un autre habitué du Tour, Michael Stanislas, et le maillot bleu par Jean-Emmanuel Laurando.
Donc, quant au classement des jeunes, autant pour moi, donc en tête, Ode Bourina, devant le Yanis Agricole et Florian Saint-Louis. Et voici à peu près tout ce qu'on pourrait dire. Donc, après 3 jours de course du Tour de la cycliste, le 42e Tour cycliste de la Martinique. Voilà, merci mon ami Philippe. Sophie Sorante, c'est vrai que si la saison est terminée, il y a quand même des événements qui se font pendant les vacances, notamment le Martinique Karaté Tour. Tout à fait. Alors, le gros de la saison est passé, mais là, c'est la partie un peu plus... festif. On va dire festive, et puis qui prépare la prochaine saison aussi, puisque cette année, on fait la 3e édition du Martinique Karaté Tour, qui consiste en fait à aller de commune en commune, notamment les communes dans lesquelles nous avons des clubs, des associations ouvertes, et puis proposer en fait à l'initiation des séances de karaté, de Krav Maga, de Viet Vo Dao, de Wushu, en fait de toutes nos disciplines, de Yosekan Budo, des initiations gratuites pour les jeunes de 4 à 14 ans. Donc c'est gratuit, c'est sur simple inscription. On travaille aussi en collaboration avec les centres de loisirs. Donc pour les dates de centres de loisirs, on ne communique pas dessus, mais tout le mois de juillet est plein, et puis les dates vraiment publiques où les gens peuvent s'inscrire, où on attend tout le monde, sont partagées en tout cas sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Et c'est une opération qui arrive à sa 3e édition et qui peut se faire grâce à la collaboration, je pense qu'on peut citer les partenaires aussi, de la CAF, qui est notre principal partenaire et qui encourage en tout cas et qui accueille positivement en tout cas cette initiative, entre autres. Est-ce qu'à l'issue de cet événement, vous avez quand même des adhésions Tout à fait, parce que l'idée aussi, c'est alors pourquoi la CAF aussi est associée à ça? Parce que l'idée aussi, c'est de lutter contre la non-réclamation, en tout cas de leurs droits, parce que beaucoup de personnes de foyers en Martinique ne savent pas qu'ils ont droit justement à ça, puisque la CAF propose des aides à la pratique sportive, la pratique culturelle. Le passeport, je crois. Le passeport, voilà, en fonction de l'âge, ou le ticket loisir pour les plus jeunes, et le passeport pour les plus grands jusqu'à 25 ans, sauf erreur. Et c'est pour en tout cas diminuer le taux de non-recours en fait à ces droits. Et parce que pendant les initiations, on informe également, on transmet les éléments justement pour permettre, en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire sauter tous les freins à la pratique sportive. Encourager la pratique sportive et faire sauter tous les freins. Donc nous, on fait ce qu'on sait faire, les arts martiaux. On propose les arts martiaux. Maintenant, si un enfant n'est pas venu au karaté et puis qu'à la rentrée, en bénéficiant justement du dispositif, il est allé au basket, ça nous convient totalement. L'essentiel, c'est que les jeunes pratiquent. On préfère qu'ils viennent au karaté, mais bon. Voilà. L'essentiel pour nous étant qu'ils pratiquent. En tout cas, on voit qu'il y a un très très beau flyer pour ce Martinique Karaté Tour avec un super-héros bien génial. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce super-héros et dire quelle est sa mission? En fait, on les encourage à venir tester leur super-pouvoir, parce qu'on est tous dotés de super-pouvoirs, mais on ne le sait pas. Donc ils sont cachés, enfouis, non, mais on leur demande plus sérieusement de... C'est vrai que le karaté, quand on dit karaté, on s'imagine, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? Ou c'est violent, ou autre chose. C'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Quelqu'un qui pratique du karaté en général, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un qui a bien appris, ou les arts martiaux en général, ce sont des personnes qui sont calmes, ce sont des personnes, et de façon générale, quand on maîtrise quelque chose, on ne l'utilise pas. Donc en fait, quand on pratique les arts martiaux, on n'est pas dirigé vers la violence. Et malheureusement, vous voyez comme moi-même les faits divers, on a tous les matins on se réveille en entendant coup de fusil par-ci, coup de fusil par-là, meurtre, c'est triste et désespérant. Donc on se dit, si on arrive à faire que 10 jeunes viennent en plus dans les clubs à la rentrée, ces 10 jeunes peut-être qu'on ne trouvera pas dans la rue, et puis qui ne vont pas tirer sur quelqu'un, ou qui ne se feront pas tirer dessus. Non, c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il y a un petit jeune qui était dans la rue, et il est allé à un stage de football. Et à l'issue de ce stage, il a été repéré, détecté, il est parti en France, et aujourd'hui, il est footballeur professionnel. Tout à fait. Ça montre bien. Mais le sport est un média d'insertion sociale je crois que c'est le plus puissant qu'on puisse connaître. Maintenant, c'est triste et dommage, mais heureusement qu'on a des partenaires, comme je l'ai dit, la CAF. J'ai oublié Vito, que Vito m'excuse, qui nous accompagne, puisque c'est quand même un fourgon, on se déplace avec le matériel, avec un tatami gonflable, qui nous permet de nous installer, ça peut être sur la plage, dans la forêt, dans des salles, en fait,
qui rend mobile en tout cas l'activité, l'initiation, et qui rend ludique aussi parce que sans paraître, le tatami attire en fait. C'est quelque chose d'intriguant pour les enfants, pour les jeunes. Donc on a envie d'aller voir, on a envie de connaître, et puis voilà. Un tatami gonflable, j'aimerais bien voir ça. On vous invite à une séance alors. Oui, Alors, tout à fait. Alors, on a vu les différentes communes où vont se dérouler cette manifestation. Est-ce que ce sont des communes où le karaté est implanté ou des communes pas du tout? Alors, le choix stratégique, puisqu'il y a 32 communes, on ne peut pas aller partout, il n'y a que 2 mois. Et puis en même temps, il faut que nos éducateurs, parce que ce sont eux aussi qui tiennent les clubs pendant l'année, il faut qu'ils se reposent, parce qu'après, ils ont la saison à tenir. Donc, on a fait le choix d'aller dans des communes dans lesquelles nous avons des clubs implantés ou des clubs en projet. Ça représente quand même 19 communes en Martinique, ce qui n'est pas négligeable. Malheureusement, la population, les Pointois, vous m'excusez, mais on n'est pas encore arrivé jusqu'à vous. Peut-être que... À Grand-Rivière aussi. Grand-Rivière aussi, oui. Voilà. Pour le moment, on va au Carbet, on va à Bellefontaine. Ça peut être des fois, on accepte une commune avoisinante aussi. Mais l'idée, pourquoi on le fait pas? On va pas dans des communes dans lesquelles on n'a pas de club, parce qu'on veut pas non plus. C'est comme si on présentait quelque chose, on dit venez, ça, et puis on a des gens qui sont intéressés, et puis après on leur dit... à la rentrée, il n'y aura pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ou bien il va falloir qu'ils fassent une demi-heure de route pour pouvoir se rendre à un club. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on favorise le développement, en tout cas de ce qui se fait déjà, encourager parce qu'il y a un fort potentiel, il y a beaucoup de jeunes qui ne pratiquent aucune activité sportive. Je parle que des jeunes, je parle même pas des adultes, et je pense que c'est alarmant. Et en Outre-mer, on a un taux de maladies chroniques qui est relativement élevé, et il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, donc il faut éduquer très jeune. En tout cas, il y a quand même toute une image du karaté qui a évolué. Bon, les gens de notre génération, on voyait Bruce Lee, on voyait les films karaté, on voyait des gens qui volaient, des gens qui criaient, et on dirait que donc cette image un petit peu, un petit peu décalée, un petit peu folklorisée, un petit peu de tête d'affiche de mauvais cinéma, a beaucoup évolué. Tant mieux. Moi, je dirais tant mieux. Alors, j'avoue que quand j'ai commencé le karaté, c'est pas du tout ce qui m'a attiré. Et je suis pratiquante aussi, ceinture noire 4e dan. Je regarde très peu, voire pas du tout de films de karaté, parce que tellement c'est éloigné de la réalité. Le karaté, c'est avant tout un art de vivre, un fonctionnement. C'est un vecteur de valeurs, puisqu'on a le code moral, et c'est vraiment, de toute façon, vous irez dans tous les dojos, vous retrouverez le code moral. Les 12 valeurs du code moral qu'on essaye d'appliquer, sur lesquelles on essaie, en fait, qu'on prend comme repère, comme colonne vertébrale pour pouvoir enseigner, parce qu'on ne fait pas qu'enseigner une pratique sportive. L'intérêt avec les arts martiaux, c'est qu'au-delà de la pratique sportive, c'est la formation de l'être humain. Et on peut très bien pratiquer, et ça arrive souvent, faire 40 ans, 50 ans de karaté ou d'art martial, peu importe, quel qu'il soit, sans jamais avoir fait un jour de compétition. Malheureusement, dans d'autres sports, on voit effectivement passer la compétition, il n'y a plus d'avenir dans le sport, et c'est bien dommage. Et nous, on a la chance de pouvoir pratiquer la partie sportive, et puis la partie, ce qu'on appelle le do, c'est la voix, la partie un peu plus... philosophique, où on prend du recul, on analyse, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux jeunes sur le tatami. On ne doit pas avoir un fonctionnement sur le tatami, un fonctionnement dans la vie. C'est que le fonctionnement dans la vie et sur le tatami doivent être ils doivent coïncider. C'est pas ça doit être la même chose, et s'enrichir de ce qu'on voit sur le tatami pour fonctionner quotidiennement. Oui. D'ailleurs aussi, le karaté a aussi cette chance de permettre à un pratiquant de le faire de la compétition qu'en kata, et pas forcément... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, la beauté des arts martiaux, c'est effectivement, on peut choisir, puisqu'on a 2 exercices principaux pour la compétition, le kata, la partie technique, ou bien la partie combat. On peut très bien choisir un ou l'autre. En général, quand on fait de la compétition de haut niveau, on n'est jamais sur les 2 exercices, toujours l'un ou l'autre. Et puis de pratiquer jusqu'à aujourd'hui, je crois que le licencié le plus âgé doit avoir 82, 83 ans. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, il pratique, il ne va pas pratiquer. En fait, ce qui pourrait répondre à la pratique du karaté, entre autres, c'est si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à 82 ans,
un pratiquant qui a 82 ans, qui a pratiqué pendant plusieurs années, ne sera pas moins efficace qu'un jeune de 20 ans. Parce qu'à 20 ans, on a la fougue, on ne réfléchit pas. Alors qu'à 82 ans, on se protège, mais on a l'expérience. Et l'expérience, ça vaut de l'or. Donc Philippe, il a fait karaté, mais c'est pas pour faire la fête. Par contre, faut pas... Jamais. Alors, j'ai une question. C'est vrai que dans les autres disciplines, on voit qu'il y a des athlètes ou qui viennent faire, des anciens pros qui viennent faire des stages ici en Martinique. Est-ce qu'au karaté, ça se fait aussi? Oui, on a ça. Alors, on a des collaborations diverses et variées. Alors, outre ce qu'on nous on peut faire, mettre en place, c'est-à-dire qu'on a tous les 2 ans, on organise ce qu'on appelle le masterclass. C'est un rassemblement avec des experts nationaux, des experts locaux également, puisqu'on est expert à partir du 6e dan, on est considéré comme étant expert. Et c'est un temps de 2 jours, plus un temps de réflexion, donc ça fait 3 jours en tout, où les licenciés peuvent venir et puis se former, en fait, se mettre à jour, échanger, etc., sur une thématique. Donc, je l'avais même oublié dans le bilan, on l'a fait, la dernière édition s'est passée en octobre dernier. Et puis, il y a des collaborations qu'on pourrait avoir, par exemple, avec les Martinique Summer Games de Leslie Ardon, où il y a un athlète de haut niveau qui vient également, en fait, chaque année, en tout cas, quand elle a eu l'occasion de le faire. On a eu Anne-Laure Florentin, qui est une Martiniquaise. On a eu le dernier en date, celui de l'année dernière, qui était Kenji Grillon, et qui permet, en fait, aux jeunes d'échanger et de venir. Et puis, nous aussi, on les reçoit... de façon officielle, non officielle. Enfin bon, voilà, on est vraiment en contact avec eux. Et l'échange aussi, l'inverse est vrai aussi, puisque quand ils ne viennent pas, en fait, on va à eux, puisqu'on a eu l'occasion en fait d'envoyer des jeunes en stage estival avec l'équipe de France, ou nos entraîneurs régionaux en immersion avec l'équipe de France. Donc en fait, on a une relation vraiment étroite avec... que ce soit les athlètes, que ce soit les entraîneurs nationaux, que ce soit... Enfin, voilà. On échange, mais pour nous, l'essentiel, c'est de monter en compétences et puis de pousser le plus loin que possible. Je tiens à rebondir quand même, en précisant que Leslie Ardon est une basketteuse, à la base, qui a joué à très très haut niveau, qui a entre autres joué à Bourges, en France, avant de terminer sa carrière en Martinique, et qui propose justement, avec les Martinique Summer Games, un plateau de très très grande qualité, et pas seulement centré sur le basket. Tout à fait. Vous restez avec nous, ensuite tu fais la transition, puisque vous parlez de basket. Oui. Vous avez des informations à nous faire Alors, nous donner. Oui, parce que nos jeunes Martiniquais brillent en dehors de Martinique. Est-ce que, Clément, tu te souviens que j'avais parlé de Ryan Repère, le fils de Thierry, oui. Donc drafté en 43e position donc, par les Portland Trail Blazers. Il a commencé donc, à jouer avec Portland et il se comporte très bien, puisque le dernier match qu'il a joué, avec 6 points marqués et 2 interceptions, contre les Spurs de San Antonio, de la vedette des années à venir, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, qu'on avait un petit peu critiqué sur son premier match, il n'avait pris que 9 points, 8 rebonds, mais là qui a fait un gros match avec 27 points, 12 rebonds, 3 contre, et qui a dit, c'est moi qui suis là. Et Ryan Repère était là aussi. Un deuxième jeune Martiniquais qui s'illustre aussi, c'est encore un fils d'eux. Donc il s'agit de Lucas Duféal, fils de Jean-Michel Giboyou, qui était l'intérieur du Golden Lion des années 80-90. Et le frère de Ludovic, qui a passé un certain temps aux États-Unis, qui devrait revenir en Pro A, en championnat de France à la prochaine saison. Donc Lucas Duféal, qui est intégré à l'équipe de France U20, et une équipe de France qui pour l'instant démonte tous ses adversaires. Elle a remporté un premier match 80-63 contre les sélections U20 d'Allemagne, et vient de remporter aujourd'hui en écrabouillant l'Islande 110-45. Donc 2 matchs où Lucas Duféal n'a pas été un gros scoreur, puisqu'il a marqué 4 points sur le premier match, juste 1 point pour le second. Mais par contre, un petit peu comme son frère Ludovic, ce sera un petit peu le ministre de la Défense de l'équipe de France. Parce qu'il est très présent au rebond, puisqu'il il a pris 2 fois 5 rebonds. Et aussi très très présent en contre.
faut croire que là, c'est une spécialité familiale parce que donc, son grand frère Ludovic était, je crois, le meilleur contreur de sa conférence en championnat universitaire américain. Et donc, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense qu'il y a du coaching. Donc le coach a demandé à Lucas pour l'instant de se livrer à des missions défensives. Lorsqu'il joue avec Cholet, en espoir, il est capable de tout faire. Il est capable aussi d'être extrêmement productif en attaque. Et il n'est pas impossible qu'on le réserve pour plus d'attaques lorsque les tours deviendront un peu plus difficiles. En tout cas, pour l'instant, nos 2 jeunes espoirs se comportent merveilleusement bien. Merci Philippe. On va rester dans le sport collectif puisque dimanche soir se jouait un match de gala entre la sélection masculine, les sélections masculines et féminines de hand. C'était au Palais des Sports du Lamentin contre les joueuses et joueurs martiniquais qui évoluent en métropole. On va voir les images. Déjà, nous, c'était très intéressant parce qu'on avait une équipe très très jeune, moyenne d'âge 14, 15, 16 ans. C'était très intéressant pour nous. Contre une équipe qui joue de la métropole, on ne s'est pas entraîné du tout, sauf que c'est du physique. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est une très bonne initiative parce que vraiment, il faut que... En plus, il y a du monde, c'est intéressant, c'est du spectacle. Pour les petites jeunes, ça a été de l'expérience. Donc vraiment, c'est pour moi très très intéressant. Augustine Anne-Emmanuel, OGC Nice Handball. Déjà, je pense que c'est l'équipe 2, enfin c'est l'équipe 2 qui a joué contre nous. N'empêche, je retiens que c'est pas le même jeu qu'en France, mais il y a encore du travail et elles vont y arriver. Voilà, il y a encore du travail, elles vont arriver. C'est vrai, avec des matchs comme cela, ça permet aux jeunes martiniquaises de progresser. Et puis on va voir chez les garçons. La sélection masculine a joué contre les joueurs évoluant en métropole.
match surtout très sérieux. C'est vrai que l'objectif, c'était quand même de valoriser la marque de celui qui a mis en place ces belles rencontres. Derrière, le double objectif, c'est de ne surtout pas avoir de blessés sur cette rencontre. Il ne faut pas oublier que tous les gamins qui jouent dans l'équipe adverse sont des pros pour la plupart. Et l'objectif, c'était surtout de sortir sans bobo et donner une belle image du handball martiniquais et surtout mettre un beau cachet à cette fête du handball. C'est une bonne expérience, ça permet à tout le monde de voir les petits qui ont évolué ici, comment ils sont depuis qu'ils sont en France. Et c'est plaisant, ça fait du spectacle et c'est très bien. Voilà, donc c'était le match de gala de hand. Sophie Sorante, avant de nous parler des perspectives pour 2024, un jeune qui est détecté ici, est-ce qu'il part en métropole ou il reste faire sa formation ici? Alors, il y a ce qu'on appelle le parcours de performance fédéral ou sportif, et c'est-à-dire que la filière haut niveau, en fait, ce qu'on va appeler filière haut niveau, mais qui n'est pas encore du haut niveau, c'est de la préaccession haut niveau, travaille en collaboration justement et a des recommandations du national vers le régional justement pour que la détection se fasse au plus près des clubs. Alors un jeune qui est détecté, il rentre en sélection tout d'abord. On a des compétitions, on va dire ciblées, des compétitions nationales auxquelles il doit participer pour être ensuite, à ce moment-là, ou bien dans les rassemblements, il y a des rassemblements aussi dédiés au national pour pouvoir être détectés par les entraîneurs nationaux également. Une fois qu'ils sont détectés par les entraîneurs nationaux, ils sont suivis et avec une possibilité d'entrer un jour en équipe de France, comme ça a déjà pu se faire pour nos athlètes. Alors, avant de faire le bilan, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? J'ai repensé tout à l'heure à une action qu'on mène aussi depuis 2-3 ans, de mémoire, ou bien peut-être 4 ans, je ne sais plus. C'est le Karaté School, où on est entré en fait dans les établissements scolaires. Justement, on parlait tout à l'heure de maladies chroniques, d'obésité, etc. Puisqu'on sait que la tranche d'âge comprise entre 6 et 12 ans, c'est la meilleure tranche d'âge pour que les jeunes acquièrent en tout cas les mécanismes, les bons mécanismes, même si à un moment donné on s'éloigne pour des raisons professionnelles, estudiantines, etc., de l'activité physique, mais en tout cas avoir les bons réflexes. De pratiquer du sport régulièrement, de manger correctement, etc. Et c'est par rapport à un programme comme ça qu'on est aujourd'hui dans des écoles telles que l'ensemble des écoles primaires de Schellcher, une école des Trois-Îlets, des écoles au François, des écoles à Rivière-Salée, voilà, où on est un petit peu partout. Et en tout cas, on remercie nos partenaires, notamment sur ce coup-là, ce sera l'ARS, qui nous accompagne et qui nous fait confiance depuis quelques années sur ce programme, et les écoles aussi, qui nous font confiance, et puis chaque année qui augmente. L'école du Diamant aussi, l'école de Redoute, enfin bon, il y a plein d'écoles qui nous suivent, et c'est un vrai plaisir parce qu'on peut mesurer en tout cas la satisfaction et des établissements scolaires, des enseignants et des directeurs par la demande en tout cas qui est faite, la communication qui est faite, et le nombre de classes augmentant chaque année. Donc, est-ce que votre démarche est faite de façon autonome ou en concertation avec l'UNSS? Alors, pas l'UNSS, parce que l'UNSS, c'est l'échelon au-dessus, c'est tout ce qui concerne collège et lycée. Là, on a une convention avec le rectorat et l'USEP qui nous permet justement de pouvoir
des séances, en tout cas pendant le temps scolaire. Ça veut dire que vous ne faites pas de compétition UNSS? Non, pour le moment non. On a fait un choix, ce sont des choix, parce que quand on court plusieurs lièvres à la fois, tactiquement parlant, on n'en attrape aucun. On a fait le choix, en tout cas on s'est concentré. C'est pour ça que l'essentiel de nos actions que vous verrez, comme le Martinique Karaté Tour, vous verrez que c'est le même public que le Karate School, etc. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que les choses, en fait, que la partie éducative, en tout cas, reste implantée et se fige. Alors, pour la saison prochaine, qu'est-ce qui est prévu à part le championnat classique? Plein de choses, en fait, outre le calendrier. Outre le calendrier, on essaie de tourner, en tout cas, on essaie d'innover aussi. On a la traditionnelle coupe commémorative des samouraïs où on rend hommage à un karatéka ou bien un autre pratiquant d'art martial qui aura marqué de son existence de son vécu ou je pense jusqu'à maintenant on prenait des samouraïs qui étaient partis et à partir de l'année prochaine, je pense qu'on va entamer avec ceux qui sont encore vivants parce qu'on dit bien ne laissons pas à la mort le temps de trouver du talent à ceux qui sont autour de nous. Et d'ailleurs, j'espère que l'année prochaine, je pourrai revenir sur le plateau pour parler d'un projet qu'on a, mais on va rien dire de plus pour le moment. On va dévoiler l'année prochaine. L'année prochaine. En tout cas, on y travaille ardemment. Et ça se fait pas. En tout cas, j'en ai pas vu ici, mais on vous en dira plus l'année prochaine. On en dira plus l'année prochaine, si Dieu veut. On sera prioritaire, oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Comme je l'aurai annoncé sur le plateau, on reviendra ici en premier pour le dire. Et alors les championnats, etc., on continue la démarche justement d'accompagnement puisque on parlait de détection tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, la sélection se faisait à partir des minimes. Et on regardait de loin les benjamins. Et les benjamins, on a plein de petits benjamins talentueux, puisque là, on est un petit peu dans le creux de la vague, parce que des champions, on n'en a pas tous les 4 matins non plus. Hein. Des gens qui ont du talent, il y a beaucoup d'aptitudes, mais des athlètes où on voit, à la limite, qui sont nés avec le karaté dans les jambes, dans les mains, il n'y en a pas tous les 4 matins. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au karaté, de très jeunes. Oui, ça fait partie de nos effectifs qui ont énormément augmenté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on travaille aussi sur les plus jeunes catégories, parce qu'on connaît tous notre problématique insulaire où à partir de 18-19 ans, les jeunes doivent partir d'une façon ou d'une autre et on perd, c'est-à-dire qu'on est content s'ils rayonnent ailleurs, des fois ça arrive, mais c'est quand même frustrant de voir qu'on a formé des jeunes pendant des années et puis on ne les voit pas, en tout cas, briller de mille feux pendant qu'ils sont avec nous. Mais l'essentiel étant qu'ils s'épanouissent et qu'ils s'accomplissent. Et donc on continuera le travail avec les jeunes, puisqu'il faut les remettre en jambes. Parce que ces 2 années d'inactivité ou d'activité réduite a cassé vraiment la dynamique. Donc il faut vraiment reprendre tout ça et puis reforger le moral des uns et des autres. Mais tout n'est pas... Il y a quand même, en tout cas, il y a des pépites à venir, surtout chez les plus jeunes catégories qui vont entrer. Après, on fêtera les 10 ans de l'Open Cup en 2024. Donc on espère que la fête soit belle, on réfléchit à un petit programme particulier. Et puis des délégations en conséquence justement pour qu'il y ait de la belle compétition et de la belle compétitivité. En gros, c'est ça. Après, on continue le programme traditionnel, les formations. On aura des stages ponctuels, on aura un club qui fera venir un expert au mois octobre-novembre. Et puis après l'activité classique de la Ligue, et puis le Karate School, peut-être un MKT l'année prochaine, le Martinique Karaté Tour. Enfin bon, voilà, c'est que des choses classiques pour le moment. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Sophie Sourin. Je te rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue de Karaté. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie, Clément, toujours. Oublié quelque chose. Oui, je vous en prie. Dernier petit point, parce qu'on travaille, il y a plein d'activités à la Ligue finalement, je me rends compte. On travaille avec l'Assise Insertion, justement, puisqu'on a un projet depuis l'année dernière qui est le Panda Quatrier, où on a voulu avoir, en tout cas on est sensibilisé
au volet éco-responsable et on a voulu, toujours dans la dynamique aussi de permettre à tout le monde de pratiquer, parce qu'un jeune, quand il arrive dans un club, dans un dojo, s'il est en jogging, il n'est pas content. Il faut qu'il ait son kimono aussi, comme tout le monde, etc. Donc, dans l'idée, justement, de permettre à tout le monde d'avoir son kimono, ou bien de réutiliser les kimonos déjà usagés, on était déjà en collaboration avec une blanchisserie qui accepte, en tout cas dans le cadre de ce projet, de nettoyer et de repasser les kimonos qu'on pourra récolter. Et puis avec la 6 insertion, on va soit là ou bien à la rentrée mettre en place une collecte de kimonos. Donc tous les kimonos usagés, qu'ils soient abîmés, pas abîmés, n'hésitez pas à les ramener pour qu'on puisse les réutiliser. Donc en fait, les kimonos trop abîmés, on utilisera le tissu pour en faire autre chose, on transformera, on valorisera. Et puis les kimonos encore en bon état, donc on les lavera et les revendra à prix solidaire. C'est vrai qu'on aurait pu encore parler plus longtemps, mais pendant 20 ans. Notre mise en partie est arrivée. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous donner le scoop. Le scoop l'année prochaine. Merci Grégory, merci Manuela d'avoir réalisé cette émission pour nous. Bonsoir aux téléspectateurs, sportez-vous bien et prenez soin de vous.